Bonjour à tous et bienvenue dans Voyage dans l'espace. Où que vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien. Et oui, c'est moi, Claude Lafleur, qui prend les commandes de Voyage dans l'espace aujourd'hui pour faire un balado un peu spécial. En fait, il y a quelques jours, tout le monde a entendu la nouvelle. Là, on annonce une importante équipe de scientifiques là, qui regrouperait plus de 300 astronomes, nous ont révélé la photo du centre de notre galaxie, là où se trouve un trou noir. C'est une nouvelle sensationnelle, en tout cas, qui a fait le tour du monde. On en a parlé partout. Mais on a pensé y consacrer un balado spécial avec deux buts en tête. Le premier, c'est d'expliquer en termes simples qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'il y a sur la photo. Et ensuite, d'expliquer qu'est-ce que ça nous dit, cette découverte-là. Est-ce que c'est vraiment une avancée importante? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Qu'est-ce qu'il y a à savoir? Et pour ce faire, j'ai le privilège et le bonheur d'avoir à mon micro Serge Pinault. Serge Pinault, qui est astrophysicien, professeur retraité à l'Université Laval. Je pense que vous le connaissez bien, Serge, parce qu'on a fait avec lui deux beaux balados. Le balado 67, il y a peut-être un peu plus qu'une année, qui portait justement sur les trous noirs, et plus récemment, le balado 88 sur la relativité. Et comme on va voir, ces deux aspects d'astrophysique sont liés à la nouvelle dont on va parler, à la fameuse photo dont on va parler. Donc, Serge, comme on le disait aussi dans le balado 67, Serge a commencé sa carrière d'astronome dans les années 70 en s'intéressant aux trous noirs. Il a vu le sujet apparaître et se développer tout au long de sa carrière, et c'est aussi un spécialiste de la relativité. Fait que c'est vraiment la personne qui est là, qui va pouvoir... c'est la personne de l'heure, j'oserais dire, pour vraiment répondre bien aux questions. Fait que j'accueille avec plaisir Serge. Bonjour Serge, comment allez-vous? Oui, bonjour Claude, ça va très bien. Petite correction, je pense que le balado sur la relativité, c'était le 82 et non le 88. Oui, tu as raison. Oui, c'est ça. C'est le 82. C'est ce que j'ai dans mes notes. OK, vous avez raison. Tu m'as refilé d'ailleurs. C'est ça. Faut s'y à mes notes. Voilà. Serge, avant de plonger dans le sujet, j'aimerais ça savoir vos impressions. Qu'est-ce que vous avez pensé vendredi dernier lorsque vous avez vu la photo? C'était un grand moment pour vous? Ça a été un grand moment pour toutes sortes de raisons. Premièrement, j'ai été un petit peu surpris parce qu'il y avait une très grande ressemblance avec le trou noir de M87. Qui est une galaxie située à peu près à 60 millions d'années-lumière de la Terre. Et cette galaxie-là, on sait, c'est une galaxie beaucoup plus massive que notre Voie lactée. C'est une galaxie active aussi qui a des jets de matière qui s'étendent très, très loin au-delà de la galaxie. Et en plus, donc son trou noir est à peu près 2000 fois plus massif que celui de la Voie lactée. Et en plus, on voit le système du trou noir et de son disque d'accrétion pratiquement de face. Tandis que pour le trou noir de la Voie lactée, on est dans le plan de la Voie lactée, donc on voit le système trou noir plus disque par la tranche. Oui. Donc, on pourrait penser que ça devrait avoir l'air différent. Bon, ça, c'est la première impression, mais quand on a fait de la relativité, on est moins surpris parce que la relativité nous dit que les rayons lumineux vont être déviés et si on est près d'un trou noir, ça va être dévié de façon très, très substantielle. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que quand on voit un disque de matière autour d'un trou noir par la tranche, en fait, ça ressemble à un beigne, même si normalement, on dirait que ça devrait être comme une crêpe qu'on voit par la tranche, c'est-à-dire tout plat puis rien. Mais c'est parce que les rayons lumineux sont déviés et donc ceci explique cela, pour ainsi dire. L'autre chose, c'est que c'est pas surprenant dans un sens parce que, aussi bizarre que ça puisse paraître, les trous noirs sont parmi les objets les plus simples qu'on puisse imaginer. Ce qui complique le trou noir, c'est ce qu'il y a autour du trou noir. Le trou noir lui-même, généralement, il est caractérisé par 3 paramètres. La masse, le moment cinétique qui est la quantité de rotation et sa charge nette. Mais la charge nette, on l'oublie généralement parce que si on avait un trou noir qui était chargé, il accréterait rapidement de la matière opposée pour se neutraliser. Donc, il reste que 2 paramètres pour caractériser le trou noir et c'est pas grand-chose. Donc, un trou noir, c'est simple et finalement, ce qu'on voit, c'est que ça ressemble effectivement à des calculs qui avaient été faits. Et en fait, là, je parle de calculs qui ont été faits au début des années 70. Et à l'époque, moi-même, je travaillais là-dessus.
J'ai fait des calculs d'apparence de sources qui sont en orbite autour d'un trou noir. Jean-Pierre Luminet, qui est un astrophysicien français, vous connaissez peut-être. Absolument. Également. Et il y avait une couple d'autres étudiants gradués que j'avais rencontrés à une école sur les trous noirs qui avaient fait des calculs là-dessus. Et on a tous trouvé ce que les images nous montrent finalement. Vous êtes en quelque sorte surpris d'observer ce à quoi vous attendiez. Ben, c'est un petit peu ça, parce qu'à l'époque, c'était tellement de la science-fiction, parce que on n'avait pas la résolution. Les instruments n'étaient pas suffisamment puissants au point de vue résolution, et on se disait ça va être impossible de voir les détails. Par contre, on pouvait toujours faire des calculs de variation d'intensité et des trucs comme ça. Mais avec le temps, écoutez, au bout de 50 ans, la technique a évolué, on s'en rend compte. Et maintenant, d'ailleurs, Einstein lui-même qui avait parlé de l'effet de lentille gravitationnelle, en 1917, il avait écrit un article où il disait que c'est bien beau, mais on n'a aucun espoir d'observer ça. Oui. Donc voilà, c'est à la fois surprenant et pas tellement surprenant. Oui. C'est amusant de penser qu'au début de votre carrière, vous avez fait des calculs et aujourd'hui, vous voyez le résultat sur une image qui confirme vos calculs. Merveilleux, n'est-ce pas? Au cours du balado, on va donc essayer d'expliquer en termes simples qu'est-ce qu'il y a à comprendre de cette nouvelle-là, en quoi, qu'est-ce qu'on voit sur la photo, quelle c'est la signification. Fait qu'on va y aller en termes simples, mais je vais commencer par le tout début. On appelle le trou noir Sagittaire A étoile. Pourquoi une telle appellation? Qu'est-ce que ça veut dire, Sagittaire A étoile? D'où ça vient? Oui, en fait, c'est très simple. Comme bien des choses, une fois que c'est expliqué, ça devient simple. Sagittaire, c'est la constellation dans laquelle se trouve le centre de la Voie lactée. Inquiétez-vous pas, les astrophysiciens ne croient pas à l'astrologie. On utilise quand même les noms de constellations, c'est très utile. Et le A majuscule, en fait, ça date d'une certaine époque, peut-être une cinquantaine d'années aussi. À l'époque, on a commencé à faire des observations radio et on s'est rendu compte que dans le centre de la Voie lactée, donc dans la constellation du Sagittaire, il y avait plusieurs sources radio. Puis il y avait un complexe qu'on a appelé Sagittarius A. Puis il y avait un autre complexe probablement qu'on a appelé Sagittarius B. Et en plus, on a détecté une source compacte. À l'époque, on ne savait pas encore que ce serait l'endroit où se trouverait le trou noir de notre Voie lactée. Et je pense qu'à l'époque, on n'avait pas encore l'astérisque ou l'étoile pour caractériser cette source-là. Mais à partir du moment où on a su qu'il y avait un trou noir au centre de la Voie lactée, on savait qu'il devait être au centre de la Voie lactée. Et comme il y avait une source compacte qui était dans la constellation du Sagittaire, dans le complexe A, bien, on l'a appelé Sagittarius A étoile. Et ça, c'est l'endroit où se trouve notre trou noir. Oui. C'est comme si on qualifiait le trou noir d'une étoile alors que ça n'en est pas une. Non, sauf qu'au point de vue dimension, techniquement, un trou noir, ça n'a pas de dimension. Quand on parle de l'horizon des événements ou du rayon de Schwarzschild, en fait, c'est une zone de non-retour, mais en principe, le trou noir, toute sa matière se retrouve en un point. Et autour de ce point-là, il y a une zone qui est tout simplement d'où il est impossible de sortir. D'où le nom trou noir. Exactement. Dites-moi, expliquez-nous clairement, qu'est-ce qu'on voit sur la photo? Parce que pour nous, on voit un centre noir. Je pense qu'il y a beaucoup de médias qui ont parlé que ça, c'était le trou noir que l'on voyait, ce qui n'est pas le cas, autour de lequel il y a un nuage de matière. Qu'est-ce que vous voyez dans cette photo-là? Bon, ce qu'on voit, en fait, c'est ce qu'on appelle la partie foncée, noire. C'est ce qu'on appelle plus précisément, c'est l'ombre du trou noir. Et contrairement à ce que la plupart des gens pensent, c'est pas exactement le rayon de l'horizon ou le rayon de Schwarzschild si c'est un trou noir qui a une rotation totalement négligeable. Mais c'est relié à ce paramètre-là. Ce qui veut dire que quand on mesure la dimension de l'ombre, ben, on a la masse du trou noir. Si on connaît sa distance, parce qu'à ce moment-là, ça veut dire que dimension angulaire plus distance nous donne la dimension physique et ça nous donne la masse du trou noir. Donc, ce n'est pas exactement le rayon de l'horizon ou le rayon de Schwarzschild, mais c'est tout proche. En fait, c'est un facteur 2 à 3 plus grand. OK.
Ce qu'on voit, c'est la zone où, lorsque la matière ou la lumière pénètre, elle disparaît à tout jamais. Jusqu'à un certain point, oui, sauf que si on devait prendre cette interprétation-là, on dirait que ça correspond au rayon de l'horizon. Ouais. Mais comme je viens de dire, c'est pas tout à fait... En fait, je peux faire une analogie. Si on prend un objet ordinaire, prenons la Lune, et imaginons que je lance des astéroïdes vers la Lune. La Lune a une gravité. Si je lance un astéroïde directement d'ici, où je suis entre la Terre et la Lune, et je vise le centre de la Lune, ben, il va atterrir au centre de la Lune, il n'y a pas de problème. Si je vise le côté de la Lune, la circonférence de la Lune... Un peu à côté de la Lune. Non, je mesure exactement là où la Lune se termine sur le ciel. OK. Mon astéroïde va se diriger vers la Lune, mais... plus il va s'approcher, plus sa trajectoire va être un petit peu courbée. Et il ne va pas tout à fait atterrir sur le bord, il va atterrir un petit peu plus du centre. Okay. Ce qui veut dire que je peux lancer un astéroïde un petit peu à l'extérieur de la Lune et la gravité de la Lune va courber sa trajectoire et elle va tomber sur la Lune quand même. Alors, si j'étais de l'autre côté de la Lune et je regardais cet imbécile qui lance des astéroïdes sur la Lune, ben, je verrais que il y a des astéroïdes qui passent autour de moi, mais centrés sur la Lune, il n'y en a pas. Et ça correspondrait à un petit peu plus que la dimension apparente de la Lune sur mon ciel. Oui, OK. Donc, c'est exactement ce qui se passe avec l'ombre du trou noir. C'est qu'on suppose que la lumière qu'on va voir vient de l'arrière du trou noir et que cette lumière-là va donc arriver, ce qui passe directement dans le trou noir, ben, ça tombe dans le trou noir. Ce qui passe tout proche tombe également dans le trou noir. Et ce qui passe un petit peu à l'extérieur du rayon de l'horizon, ben, à cause du même phénomène, ça passera pas le trou noir. Donc, ça va faire une ombre qui est un petit peu plus grande que ce que l'horizon serait exactement. Mais comme je disais, c'est pas critique parce qu'on sait par des calculs comment tenir compte de tout ça. Et comme je le disais, c'est un facteur de 2 à 3. Et c'est pour ça que la plupart des gens confondent et c'est pas critique parce qu'on a quand même exactement la même information. C'est l'information sur la masse du trou noir. C'est ça qui est vraiment utile. Oui. Dans le balado 67 qu'on a fait, vous et moi, ensemble, on expliquait que le trou noir, il est infiniment petit. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cas présent du trou noir qui est au centre de la galaxie, sa masse équivaudrait à 4 millions de fois celle du Soleil, mais la taille du trou noir, elle est plus petite que le plus petit grain de sable qu'on peut imaginer, ce que vous appelez les astronomes une singularité. Donc, le trou noir, il est non seulement invisible parce qu'il capte toute la lumière, mais il est infiniment petit. On ne verra jamais un trou noir, même si on était capable de le regarder. Exactement. Ce qui arrive, en fait, c'est que en physique, il y a une vitesse qui est une vitesse limite et qu'on n'a toujours pas réussi à dépasser, c'est la vitesse de la lumière. Et si on a de la matière qui tombe vers un trou noir, dès que la matière passe le rayon de l'horizon, ou le rayon de Schwarzschild, comme on l'appelle, comme je disais, si la rotation n'est pas importante pour le trou noir, dès que la lumière, un objet passe l'horizon, il est absolument impossible de sortir du trou noir parce qu'il faudrait qu'il voyage à une vitesse plus grande que la vitesse de lumière. Et même si vous êtes, par exemple, un astéroïde qui se jette dans le trou noir de la Voie lactée ou le trou noir de M87, vous descendez avec un rayon laser ultra puissant, ben, dès que vous passez l'horizon, vous avez beau pointer votre laser vers l'extérieur, la lumière va bien sortir de votre laser. Mais par contre, on va les appeler les photons, les particules de lumière, elles vont tomber avec vous dans le trou noir. C'est absolument impossible parce qu'il faudrait que la lumière aille plus vite que la vitesse de la lumière, ce qui est impossible. Oui. Ce qui fait que ce qu'on voit quelque part, c'est l'horizon des événements. L'horizon, c'est ça, c'est la frontière où, passé cette frontière-là, on ne voit plus ce qui se passe. Et au centre de cet horizon-là, il y a le trou noir qui est véritablement infiniment petit, même si sa masse est énorme. Oui, exactement. Oui. OK. C'est assez inimaginable comme concept de penser que vous avez... écoutez, imaginez, là, le trou noir, on dit que sa masse équivaut à 4 millions de fois celle du Soleil, mais est dans un grain infiniment petit qui est au centre. C'est impossible à imaginer. C'est ça. Hein? Et ça dérange les physiciens
Parce que, parce que ça veut dire que forcément, les lois de la physique telles qu'on les connaît ne s'appliquent plus lorsqu'on arrive à la singularité. Parce que la théorie d'Einstein, entre autres, c'est une théorie qui est basée sur le fait qu'on a un continuum d'espace-temps. Mais là, on a quelque chose qui est absolument, qui est tout petit. Et dès qu'on parle de quelque chose qui est très petit, il faut faire intervenir ce qu'on appelle la physique quantique. Et là, c'est des règles qui sont différentes. Donc, ça veut dire que au niveau de la singularité, on a à la fois la relativité générale et la physique quantique. Et ces deux théories-là n'ont jamais été comment est-ce qu'on dit? Réunis. Réunis, oui, c'est ça. Il y a un autre terme, mais c'est pas grave. Réunis, exactement. Exactement. Est-ce qu'on a une idée à peu près la dimension de l'ombre du trou noir qu'on voit, là, le cercle noir au centre de la photo? Est-ce qu'on a une idée de la dimension? On connaît exactement la dimension angulaire, donc mesurée sur le ciel en secondes d'arc. En fait, c'est des microsecondes d'arc. Mm-hmm. Et on connaît la distance du trou noir, qui est à peu près 27 000 années-lumière, je pense. Oui. Ce qui veut dire qu'on connaît donc la dimension linéaire, physique, en kilomètres, si vous voulez, de l'ombre. Et ça, comme je vous disais, c'est relié au rayon de l'horizon, qui, lui, nous donne une mesure de la masse du trou noir. Par contre, la masse du trou noir, on la connaissait déjà. Oui. Donc, on n'est pas surpris que ce qu'on observe a la dimension que ça devrait avoir, parce qu'on connaissait très bien la masse du trou noir avant, parce qu'on avait observé des orbites d'étoiles qui passent très près du trou noir, et on avait mesuré avec une bonne précision la masse du trou noir. Donc, c'était de l'information qu'on avait déjà, et on se doutait déjà aussi, donc, que l'ombre du trou noir devrait avoir la dimension qu'elle a. Okay. J'ai pas vu le détail de l'article, j'ai seulement vu ce qui a été publié dans les journaux. Je les appellerai pas les journaux à patins, c'est pas gentil. Les journaux. Les journaux auxquels on a tous accès. Les journaux normaux, voilà, c'est ça. Je retire mon expression. Mais est-ce qu'on ne rapportait pas que la dimension du disque est de l'ordre de quoi, une centaine de millions de kilomètres? C'est à peu près ça? J'ai pas vu les détails, j'avoue, et j'ai bien hâte de lire les articles scientifiques qui vont sûrement être envoyés très bientôt. C'est déjà fait, en fait, là. Par contre, probablement que ce qui arrive, et c'est le cas du trou noir dans la galaxie M87, ce qu'on voit en fait, le disque d'accrétion, c'est quelque chose qui est relativement étendu, normalement. On s'attend à ce que ça soit plusieurs fois le rayon de l'horizon. Sauf que là où il va y avoir des phénomènes plutôt importants, ça risque d'être vraiment dans les parties vraiment internes. Là où la matière se prépare à tomber irrémédiablement dans le trou noir. Donc, ce qu'on voit probablement, mais là, comme je vous dis, j'ai pas vraiment vu les articles détaillés. Je suppose que ça va être comme dans le cas de M87 et que le beigne, en fait, c'est du rayonnement qui provient des parties vraiment proches de l'horizon du trou noir. OK. Quand vous parlez du disque d'accrétion, c'est le disque jaunâtre qu'on voit autour, là. En fait, non, parce que ce qu'on voit... Oui, mais c'est trompeur parce que OK. Normalement, ce qui arrive en fait, c'est que même si on peut voir des détails, si je peux dire, la résolution est quand même pas extraordinaire. Ce qui fait que si vous aviez par exemple une ligne, au lieu d'avoir un beigne, si vous aviez par exemple une belle ligne pas tellement épaisse, ben, à cause de la résolution de notre système de télescope, cette ligne-là, on la verrait pas toute mince, mais on la verrait brouillée. Oui, OK. Un petit peu comme, par exemple, la diffraction ou l'atmosphère peut faire, par exemple, pour des données qui ont été prises à partir de télescopes sur Terre. Oui. Est-ce qu'on pourrait prendre l'analogie, si vous avez une paire de jumelles que vous observez au loin, mais qu'elle n'est pas bien ajustée, tout devient un peu plus flou et un peu plus gros en quelque sorte, étant donné le côté flou. Exactement, c'est ça. Okay. L'image est devenue un petit peu plus floue parce qu'on n'a pas la résolution pour aller voir les détails qu'on aimerait bien avoir. OK. Est-ce qu'on sait une idée de quoi est fait la matière jaune qu'on voit autour du trou? C'est du gaz, c'est des particules, c'est des atomes? Certains pourraient dire c'est des planètes. Est-ce qu'on sait de quoi c'est fait? Ça risque d'être
du gaz, il va y avoir du gaz, des champs magnétiques là-dedans. Il faut dire d'ailleurs que, et encore là, j'ai pas vu le détail de l'article, mais c'était le cas dans le M87. Et ce qu'on observait, c'était pas donc de la matière qui brille parce qu'elle est chaude, là, comme par exemple la surface du Soleil. Oui. Le Soleil est brillant parce que c'est des gaz à très haute température et tout ce qui est chaud émet du rayonnement. Dans ce cas-ci, ça risque d'être ce qu'on appelle du rayonnement synchrotron. Donc, ce sont des particules qui ont des vitesses qui sont accélérées dans les environs du trou noir à des vitesses proches de la vitesse de la lumière. Et quand elles se déplacent dans un champ magnétique, elles font des genres de spirales et elles émettent un rayonnement qu'on appelle le rayonnement synchrotron, qu'on a appelé comme ça parce qu'on l'a observé pour la première fois dans des accélérateurs de particules qu'on appelait des synchrotrons à l'époque. Donc, c'est ce que ça risque d'être. Et donc, on dit la matière jaune, mais bien sûr, ce sont des fausses couleurs. Ouais. Parce qu'on observe à des longueurs d'onde, j'ai regardé il n'y a pas longtemps, je pense 1,3 mm. Par exemple, l'optique est à peu près 5 dixièmes de micromètre. Donc, ça veut dire qu'on observe à des longueurs d'onde qui sont à peu près 2000 fois plus grandes, mais c'est quand même petit par rapport à des ondes radio ordinaires. Mais donc, c'est pas du tout le même processus d'émission de rayonnement. Une étoile, ça émet du rayonnement parce que les gaz sont chauds. Mais ce qui se passe dans les environs du trou noir et dans beaucoup de sources extragalactiques, c'est des électrons accélérés de vitesse proche de la vitesse de la lumière qui se promènent dans des champs magnétiques et qui émettent une autre forme de rayonnement. Okay. Et pas du rayonnement thermique. OK, fait que c'est ça. OK, c'est pas comme si on voyait de la poussière d'étoiles ou on voyait des étoiles. On va expliquer tantôt un peu la façon dont on a pris la photo, mais avant ça, j'aimerais juste peut-être corriger quelque chose, je pense que j'ai entendu plusieurs fois dans les médias vendredi dernier, c'est qu'on parlait qu'on venait de découvrir un trou noir au centre de la galaxie. Le trou noir, on connaît son existence depuis quoi, une vingtaine d'années. On l'avait repéré d'une toute autre façon, je pense. Hein? Absolument, absolument. Ça fait des années, j'oublie exactement combien d'années, mais par exemple, les orbites des étoiles qui nous ont permis de calculer la masse du trou noir, je pense que ça a été fait dans les années 90. Il y a eu 2 personnes d'ailleurs qui ont eu un prix Nobel pour ça. Donc là, on parle d'au moins une trentaine d'années ou 25-30 ans. Donc, non, c'est pas nouveau le fait qu'il y ait un trou noir là. Et même quand on a vu les orbites des étoiles et qu'on s'est rendu compte qu'il y avait 4,3 ou pas loin de ça, millions de fois la masse du Soleil, et il y avait des orbites qui étaient très serrées, c'était évident que ça pouvait pas être un amas d'étoiles. Les étoiles auraient fusionné et à partir du moment où on a fusion d'étoiles, ben ça grossit. Éventuellement, c'est trop gros pour être autre chose qu'un trou noir. Donc, on n'avait pas le choix. Le trou noir, ça fait vraiment longtemps qu'il est connu. On se doutait à quoi ça ressemblerait. C'est seulement qu'on n'avait pas encore vraiment l'image. L'image, c'est ça. Si j'ai bien vu, ce qu'on avait observé il y a une vingtaine, trentaine d'années, c'était qu'il y a des étoiles, donc on le voit sur des vidéos, on l'a sûrement vu un peu partout à la télévision, où il y a comme des étoiles qui tournent autour de quelque chose qu'on ne voit pas, d'un point noir, et ça a permis de détecter que si les étoiles tournent autour de quelque chose, et ce quelque chose-là donne une certaine vitesse aux étoiles, une certaine trajectoire aux étoiles, ça nous a permis de déduire qu'il y avait un trou noir, c'est ça? Exactement. Et on fait ça en utilisant la bonne vieille loi de Kepler. On n'est pas obligé d'utiliser la relativité générale. La bonne vieille loi de Kepler, vous savez, c'est ça qui nous permet de déterminer la masse du trou noir. On n'est pas obligé de faire appel à la relativité générale pour ça. Parce qu'on observe des orbites d'étoiles qui sont très loin de l'horizon du trou noir. Donc là, la physique, elle est, comme on dit, classique. Physique newtonienne, classique, exactement. Et les lois de Kepler qui disent que le carré de période est proportionnel au cube du demi-grand axe avec la masse qui intervient dans la loi de Kepler, c'est toujours valable. C'est un peu ce qu'on fait aussi par rapport à quand on veut savoir la masse d'une étoile, s'il y a des planètes autour de l'étoile, étant donné la vitesse selon laquelle se déplacent les planètes, ça nous indique la masse de l'étoile en question. Exactement. C'est la même bonne vieille loi de Kepler, troisième loi de Kepler. Exactement. On a parlé que c'est un produit scientifique remarquable d'avoir réussi à prendre la photo. Le problème qu'on a, c'est quand on regarde vers le centre de l'univers, de la galaxie, c'est-à-dire dans la constellation du Sagittaire,
ce qu'on découvre, c'est qu'entre nous ici sur Terre et le centre de la galaxie qui est à 27 millions d'années-lumière, il y a énormément de matière, de poussière. On ne peut pas voir directement. Ça serait ici, il y a eu une éclipse de lune hier soir, dimanche soir. On n'a pas pu la voir. En tout cas, de chez moi, je n'ai pas pu la voir parce qu'il y avait des nuages. C'est un peu ce phénomène-là, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le photographier directement parce qu'il y a énormément de matière entre nous et le centre de la galaxie. C'est le cas? Exactement. Et il y a une façon très simple de comprendre ça, c'est de regarder des galaxies externes. Si vous voyez une galaxie par la tranche, ce que vous allez remarquer, c'est que il y a une partie qui est relativement plate, qui est le disque de la galaxie. Il y a une partie centrale qui est un genre de bulbe. Et dans la partie qui ressemble un petit peu à une crêpe, là, en plein centre, vous allez voir que c'est noir. Autrement dit, il y a tellement de poussière, c'est la poussière, c'est pas le gaz qui est responsable de ça, c'est la poussière. La bonne vieille poussière que vous avez quand vous passez le balai, là, c'est ce genre de matière-là. Ben, quand vous en avez tellement, ben, ça va complètement bloquer les lumières. Donc, on peut même regarder certaines des nébuleuses, comme la nébuleuse Tête de Cheval, par exemple, si vous connaissez. Ben, c'est pas des objets qui sont très, très loin de nous, mais même là, il y a des nuages de poussière qui font que on perd déjà la lumière d'étoiles qui sont pas situées même aussi loin que le centre de la Voie lactée. Et ça veut dire que pour voir au centre de la Voie lactée, il faut pas faire des observations dans le visible, ça marchera pas. On va dans l'infrarouge, et d'ailleurs, ce que les gens qui ont observé des étoiles faisaient des observations dans l'infrarouge qui leur permettait de voir à travers toute cette poussière-là. Bien sûr, il y a de la poussière, des gaz, des étoiles, mais les étoiles, c'est des petits points de lumière, ça intercepte pas vraiment la lumière. C'est un petit peu surprenant. Les gens se disent, ouais, il y en a tellement, ça devrait bien bloquer la lumière. Non, c'est pas vraiment un problème, mais c'est de la poussière. Si notre galaxie, elle était propre, s'il avait fait le ménage et qu'il n'y aurait pas de poussière, on verrait relativement facilement le centre de la galaxie. Exactement. OK. Donc, il y a quelqu'un quelque part qui n'a pas fait son travail de ménage. Travail, oui. Et c'est dur, c'est brisé. C'est ça, exactement. Et c'est pourquoi on a utilisé, parce que ça dépasse un peu l'entendement, on a utilisé des radiotélescopes pour prendre une photo du centre de la galaxie. Expliquez-nous le lien. Un radiotélescope, c'est un appareil qui capte des ondes radio. Comment on passe des ondes radio à une photo qu'on peut voir avec nos yeux? Oui, première précision, quand on parle d'ondes radio, il ne faut pas penser que c'est ce qu'on entend quand on ouvre l'appareil radio. Okay. Ce sont vraiment des ondes électromagnétiques. Et la différence entre les ondes radio et les ondes de lumière, c'est la longueur d'onde. Alors, quand on parle d'ondes radio, typiquement, ça peut être des longueurs d'onde de quelques centimètres. Éventuellement, quand on prend des longueurs d'onde plus courtes, on va arriver dans ce qu'on va appeler le millimétrique. Éventuellement, on se rapproche de l'infrarouge. Et éventuellement, si vous allez vraiment à des beaucoup plus courtes longueurs d'onde, vous arrivez dans le visible. Donc, les radiotélescopes, eux, fonctionnent à des longueurs d'onde qui sont beaucoup plus grandes que dans le visible. Et généralement, un seul radiotélescope ne va pas nous donner une très bonne résolution, c'est-à-dire qu'on ne verra pas vraiment des détails, parce que la résolution, ça dépend de la longueur d'onde à laquelle on observe. Et plus la longueur d'onde est grande, moins la résolution est bonne. Okay. Ce qui veut dire que dans le visible, on a une très bonne résolution. Par contre, la poussière pose problème, donc il faut passer à autre chose. Donc, on a eu l'idée de passer aux radios, et ça fait très longtemps qu'on observe dans le centimétrique, par exemple. Et on avait même fait une méthode qui consistait à utiliser plusieurs radiotélescopes en même temps. On appelait ça un interféromètre. Et si on avait plusieurs télescopes sur le même site, bien là, à ce moment-là, on parlait d'un radio-observatoire qui pouvait avoir, comme à Penticton en Colombie-Britannique, par exemple, il y a 7 télescopes sur un rail. Donc, on peut déplacer les télescopes. Et plus tard, on a fait ce qu'on appelle en anglais VLBI, Very Long Baseline Interferometry, parce que les gens se sont rendus compte que la résolution qu'on avait quand on avait plusieurs télescopes, ben, c'était vraiment donné par la séparation maximum entre les antennes. Et là, on s'est dit, oui, mais on est limité, par exemple, au VLA, on est limité à quelques vingtaines de kilomètres.
qu'est-ce qui se passerait si je pouvais mettre un télescope en Colombie-Britannique puis un autre en Ontario. Et ça s'est fait, effectivement. Et on a fait des premières expériences d'interférométrie à longue base, on va l'appeler comme ça. Ça a été fait au Canada par deux radioastronomes, John Galt et j'ai oublié le nom de l'autre, malheureusement. Excusez-moi, monsieur... on va le mettre dans le fascicule. De l'Université de Toronto, oui. OK. Et éventuellement, cette technique-là, elle a été vraiment développée parfaitement. Et ce qu'on faisait, en fait, c'est qu'on observait séparément à chaque site la même source au même moment et on enregistrait le tout sur des bandes magnétiques avec des horloges atomiques pour s'assurer de pouvoir synchroniser les bandes quand on les amenait ensemble pour fabriquer l'image essentiellement. Donc, on fabriquait l'image à partir des enregistrements qui avaient été faits séparément et qui avaient été bien notés au point de vue temps avec des horloges atomiques, ce qui permettait de pouvoir dire que ces observations-là, elles ont été faites simultanément. Et comme j'avais une très grande séparation entre les deux radiotélescopes, j'avais une résolution qui correspondait à cette distance. C'est un petit peu comme avoir un plus gros miroir. C'est exactement la même chose. Et avec le télescope qu'on utilise pour les observations de M87 et du trou noir de notre galaxie, c'est un système qui utilise une dizaine ou une douzaine de télescopes situés un petit peu partout. Il y en a en Australie, il y en a en Europe, aux États-Unis, côte ouest, côte est, etc. Et ce télescope-là, on lui a donné un nom. Cet ensemble de télescopes-là s'appelle Event Horizon Telescope. Et on enregistre donc à 1.3, une fréquence de 1.3 mm, des observations de la même source sur c'est plus des bandes magnétiques maintenant, bien sûr, et on a des quantités de données absolument phénoménales. C'est ça. Ensuite, il faut juste être précisé, quand vous parlez de télescope, on parle de radiotélescopes, qui sont des antennes paraboliques, là. C'est pas un tube avec un miroir. Paraboliques, c'est comme les petites coupoles qu'on voit sur les toits des maisons, mais c'est plus gros. C'est ça. Ça a plusieurs dizaines de mètres de diamètre. Voilà. C'est ça. Fait qu'on peut comme ça, en couplant une série de radiotélescopes, obtenir une résolution assez intéressante. Mais quand même, on capte des ondes radio qu'on analyse, etc. Comment on en vient à faire une photo pour que vous et moi, on puisse le voir? Ça, c'est, je m'excuse de le dire, pour beaucoup, c'est de la magie, mais c'est la magie des mathématiques. OK. Parce que ce qu'on fait ce qui arrive, en fait, c'est que on va prendre les observations de tous les télescopes et on va faire des combinaisons entre chaque paire de télescopes. Et ce qu'on obtient à partir de ça, c'est une bête qu'on appelle une visibilité. Et en mathématiques, il y a un physicien, mathématicien français qui s'appelle Fourier qui a inventé une magnifique technique qui permet de partir de ces bêtes-là, qu'on appelle des visibilités, qui vous disent absolument rien, qui disent absolument rien à personne qui a jamais fait ces choses-là. Et à partir de ça, on fait une opération mathématique qui fabrique l'image. OK. Autrement dit, si je prenais une vraie image, je pourrais la prendre et faire l'opération inverse de mathématiques. Et là, je vous donnerais quelque chose qui est l'image que vous pouviez voir avec vos yeux. Mais là, je l'ai travaillé avec ce qu'on appelle les transformés de Fourier. Donc, après avoir fait cette opération mathématique-là avec la vraie image, vous obtenez quelque chose qui est des visibilités. Et là, vous regardez ça, vous vous dites, ça ne me dit rien, je vois rien là-dedans. Mais là, si vous faisiez l'opération inverse, on reviendrait à l'image. Sur votre image. Okay. Donc, ce qui arrive, c'est qu'en fait, avec la technique de synthèse d'ouverture, où on prend chaque paire de télescopes et on fait une corrélation entre leurs signaux, ce qu'on obtient, c'est ces bêtes-là qu'on appelle des visibilités, qui ne disent rien à personne, mais qui contiennent toute l'information de l'image. Oui, OK. Il reste à faire l'opération mathématique et bingo, on a l'image. OK. Mais il faut quand même dire que l'image qu'on voit, si on pouvait la voir, si on pouvait s'approcher à une distance raisonnable du trou noir pour le voir à peu près comme on le voit là, c'est pas nécessairement ce qu'on verrait. C'est une image de synthèse, on a mis des couleurs qui font notre affaire, etc. Hein. Le disque autour n'est pas nécessairement jaune.
C'est-à-dire, ce sont des fausses couleurs, ça c'est sûr et certain. Mm-hmm. Mais si on essayait de voir avec nos yeux, on ne verrait rien de tout ça. Mm-hmm. Parce que tout ça s'était mis à une longueur d'onde de 1,3 mm et nos yeux, c'est dommage, mais ils ne sont pas sensibles à cette longueur d'onde. Et dans l'optique, ce qu'on verrait, honnêtement, je me suis jamais posé la question. OK. Ça serait autre chose. OK. Mais ça serait sûrement pas ce qu'on voit avec les observations du télescope de l'horizon des événements, le Event Horizon Telescope. OK. D'accord. Justement, vous venez de mentionner le terme Event Horizon Telescope. Qu'est-ce que ça veut dire, ce terme-là? C'est un drôle de terme, là. Pourquoi pas l'appeler tout simplement un télescope, je ne sais pas, moi, un nom plus simple? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme-là? Moi, je pense que c'est parce qu'on a décidé qu'on voulait faire de l'imagerie de trous noirs dans les centres de galaxies. Mm-hmm. Et ce projet-là, qui est une collaboration avec des centaines de personnes de différents pays, là, ce projet-là, on lui a donné un nom. On s'est dit, on va dire que c'est le Event Horizon Telescopes. C'est le nom de notre projet. Okay. D'ailleurs, on parle la collaboration EHT. Mm-hmm. En anglais, là, des EHT Collaboration. C'est ça. C'est dans le fond, c'est plus le nom du projet en tant que tel que le nom d'un télescope ou d'une série de télescopes. Parce que ça donne l'impression comme s'il y avait quelque part un télescope qui s'appelle EHT, alors que c'est même pas un ensemble de télescopes. C'est un projet. Exactement. En fait, tous les radiotélescopes qui servent dans ce projet-là servent pour d'autres projets. Il y a des gens qui peuvent utiliser certains de ces mêmes télescopes-là pour faire des observations de galaxies ordinaires, galaxies actives, etc. Donc, c'est comme si on avait une série d'outils et qu'on en choisissait certains et que ceux-là, on va les utiliser ensemble pour faire notre projet qui est de imager les environs d'un trou noir. Exactement. Et on va appeler cette collaboration-là Event Horizon Telescope. Exactement, parfait. Vous l'avez mentionné au début, en 2019, on nous avait révélé la première image d'un trou noir là, situé dans la galaxie Messier 87. C'est un trou noir qui est à la fois très différent et très semblable. En fait, il est beaucoup plus gros et beaucoup plus massif et beaucoup plus vaste que le trou noir qu'on observe au sein de notre galaxie. Oui, exactement. En fait, on pourrait peut-être mentionner que pour le trou noir de notre galaxie, le rayon de l'horizon serait à l'intérieur de l'orbite de Mercure. Donc, ça donne un petit peu une idée de la dimension de l'objet, même si c'est pas, comme je disais plus tôt, c'est pas une distance matérielle. On peut pas faire toc-toc sur le rayon de l'horizon. Dans le cas de M87, le trou noir est 2000 fois plus massif, ce qui veut dire que son horizon va être 2000 fois plus massif. C'est comme ça que ça fonctionne. 2000 fois plus vaste. 2000, oui, exactement, c'est ça, excusez. Donc, ça veut dire que si c'est le quart de l'orbite de Mercure pour notre trou noir à nous, multipliez ça par 2000, puis ça va être la dimension du rayon de l'horizon du trou noir de M87. Okay. Ce qui est intéressant, en fait, et c'est pour ça qu'on a observé ces deux trous noirs-là en premier, c'est que même si ils sont complètement différents, il y en a un qui est beaucoup plus massif que l'autre, donc celui de M87. Par contre, il est tellement plus loin que le facteur distance et le facteur masse fait que la dimension sur le ciel, la dimension angulaire des phénomènes est à peu près la même. Donc, ça veut dire que si je vois quelque chose pour M87, je risque de pouvoir voir quelque chose pour le trou noir de notre Voie lactée. Grosso modo, il est 2000 fois plus massif, puis il est 2000 fois plus loin. Grosso modo, c'est ça. OK. On a mentionné aussi qu'une des différences, le trou noir au sein de Messier 87, c'est un trou noir très, très actif. Il se passe beaucoup de choses autour, tandis que le trou noir au centre de la galaxie, lui, c'est plutôt un trou noir tranquille, sinon même, on le disait des fois comme à jeun. Qu'est-ce qu'on veut dire? Quelles sont les différences à ce niveau-là? Bon, grosso modo, en général, l'activité d'un trou noir va dépendre de jusqu'à quel point il y a de la matière qui est disponible
pour tomber vers le trou noir. Parce que toute l'énergie qui peut être vue en rayon X, en radio, peu importe, toute cette énergie-là doit venir de quelque part. Et la source d'énergie, c'est gravitationnel, c'est-à-dire la matière qui tombe vers le trou noir. En fait, vous avez qu'à prendre une brique, la laisser tomber sur votre pied, puis vous allez sentir qu'il y a effectivement de l'énergie dans la brique qui tombe sur votre pied. Mais là, c'est de la matière, ça va être sous forme gazeuse, qui va tomber vers le trou noir. Et cette matière-là va entraîner avec elle généralement des champs magnétiques. Il va y avoir amplification des champs magnétiques. La matière va chauffer, etc. Il va y avoir des processus d'accélération de particules. On se retrouve avec un cocktail de particules qui vont à des vitesses proches de la vitesse de la lumière, des champs magnétiques. Donc, il va y avoir plein de rayonnements qui vont être produits. Et tout ça, ça vient du fait qu'il y a de la matière qui est tombée dans un champ gravitationnel. Donc, dans le cas de M87, on avait déjà vu que c'était une galaxie qui était très active parce que on avait vu dans le visible, dans le radio, qu'il y avait un jet de matière qui sortait à des distances très considérables en dehors de la galaxie. Et on avait supposé, et je pense maintenant qu'on est à peu près sûr que c'est le cas, que ces jets-là étaient propulsés par une énergie qui provenait de toute cette matière-là qui tombait vers le trou noir. Mm-hmm. Et éventuellement, on avait un trop plein d'énergie, pour ainsi dire, et ça faisait comme une explosion. Et avec les champs magnétiques, il y avait une certaine forme de collimation naturelle qui faisait que ça sortait plutôt perpendiculaire au disque, à notre crêpe, si vous voulez. Mm-hmm. Dans le cas de notre Voie lactée, il n'y a pas de phénomène. Notre Voie lactée est une galaxie tranquille. La galaxie d'Andromède, qui est juste à côté de nous, qui a probablement un trou noir aussi, est une galaxie très tranquille. Il y a beaucoup de galaxies qui sont tranquilles. On pense quand même que même des galaxies tranquilles auront leur propre trou noir. Elles l'ont déjà. Mm-hmm. Et peut-être que leur trou noir était plus actif dans le passé. Maintenant, il y a beaucoup moins de matière qui est disponible pour les nourrir, pour ainsi dire. Ce qui fait qu'on a des trous noirs qui sont plutôt tranquilles. Donc, M87, lui, est encore nourri sans problème. Puis celui de notre Voie lactée, il y a peu ou pas de matière autour qui tombe dessus. Okay. Est-ce que c'est pas un peu surprenant d'avoir deux trous noirs différents, un très actif puis un peu actif, mais qui ont à peu près la même apparence, qui se ressemblent beaucoup? Oui et non. C'est un petit peu ce que je disais au tout début. En fait, c'est que... pourtant, dans le cas de M87, comme je disais, on voit le disque pratiquement de face. Et je prends toujours l'analogie avec un DVD, ou si vous avez déjà vu des micro-sillons, c'est encore plus gros, c'est plus facile à voir. Mm-hmm. Mais le DVD ou le CD est une très bonne analogie. Au centre de votre DVD, c'est là où se trouve le trou noir. Donc, vous prenez votre DVD et vous le regardez de telle sorte que vous voyez sa face. Okay. Donc, vous avez déjà quelque chose qui va être rond. Vous avez un gros bang, si vous voulez. Mm-hmm. Et là, si on accepte le fait que probablement que l'émission qu'on observe, ça vient surtout de la partie relativement interne du disque, bien là, vous allez voir quelque chose qui ressemble à un bang qui est autour de la partie centrale de votre DVD. Dans ce cas-là, il n'y aura pas une grosse déviation des rayons lumineux qui passent, qui viennent de la surface du disque vers vous, parce que les rayons lumineux ne passent pas vraiment à côté du trou noir. Le trou noir, si vous voulez, il est en dessous ou au-dessus. Mm-hmm. Si vous tournez votre DVD, vous le mettez par la tranche, bien là, vous allez avoir, et vous regardez votre DVD, vous l'avez au bout de votre main, vous le regardez par la tranche, vous ne voyez pratiquement plus votre DVD, vous savez où se trouve le centre du DVD, c'est là que se trouve le trou noir. Mm-hmm. Bien, la lumière qui doit venir de la partie lointaine de votre DVD ou de votre disque, bien, elle doit passer par-dessus le trou noir pour vous atteindre. Puis elle va aussi passer par-dessous le trou noir pour vous atteindre. Et comme vous avez une symétrie dans ce cas-là qui est parfaitement sphérique, ce que vous allez avoir, en fait, ça va être un arc de cercle au-dessus, puis un arc de cercle en dessous. Donc, vous avez quelque chose qui ressemble à un bang. Mm-hmm. Même si, normalement, tout ce que vous voyez, c'est quelque chose qui est pratiquement tellement mince que je ne vois rien. Oh oui. Ça, c'est parce que la lumière, elle est déviée. Dans le cas où le disque ou le DVD, vous le regardez de face, il n'y a presque pas de déviation de la lumière, donc ça conserve l'apparence de bang que vous avez. Oui.
Donc, c'est pour ça que c'est à la fois surprenant et pas surprenant. Et, par contre, les gens qui ont vu le film Interstellaire pourraient peut-être dire, oui, mais dans le film Interstellaire, c'est pas tout à fait ça qu'on voit. Pourtant, on voit un disque par la tranche. Est-ce que les calculs sont mauvais? La réponse, c'est non, parce que ça vient de ma thèse, là. Oui, c'est ça, exactement. C'est vous qui êtes à l'origine des calculs. Mais plus sérieusement, ce qui arrive, en fait, c'est que dans le cas d'Interstellaire, on a un disque et là, on suppose qu'on va voir toute la surface du disque. Et c'est un disque où on suppose que la matière émet dans le visible. Donc là, ça serait un petit peu comme si vous aviez un soleil aplati qui a la forme d'un disque. Par contre, vous avez un trou noir au centre de... Donc, vous avez un disque d'accrétion modérément plat, mais là, il est vraiment grand. Alors, la partie qui est loin du trou noir, ben, elle ressemble à un disque. Si vous le regardez par la tranche, ça va être quelque chose qui va être relativement mince. Par contre, la partie centrale va vous donner à nouveau ce genre de beigne. Alors, ça va être un mélange de beigne rond et de quelque chose qui est beaucoup plus étendu. Ça vous donne quelque chose qui ressemble un peu à un casque de la Première Guerre mondiale. Oui. Parce que vous allez voir quand même la partie du dessous du disque qui vous rajoute un petit arc inférieur. Vous allez avoir votre arc supérieur. Et là, vous allez avoir le reste du disque qui ressemble un petit peu, modifié légèrement quand même, à un disque qu'on verrait par la tranche. Donc, la différence essentiellement dans ce cas-là, c'est qu'on a supposé qu'on avait un disque qui avait vraiment une grande dimension. Oui. OK. Tandis que dans le cas de M87 et probablement du trou noir de la Voie lactée, on voit probablement une infime portion du disque, la partie qui est tout proche du trou noir, là où les choses se passent avant que la matière tombe dans le trou noir. Oui, exactement. Au moment du dévoilement de la photo, on a parlé que cette observation-là confirmait beaucoup les hypothèses d'Albert Einstein, quand Albert Einstein avait émis il y a un peu plus d'un siècle et auquel on a consacré un balado. En quoi cette observation-là confirme la théorie? Pas parce qu'on a découvert, mais en quoi ça le confirme? De mon point de vue, c'est surtout que toutes ces applications de cas où on a une déviation vraiment majeure des rayons lumineux, tout ça, c'est vraiment confirmé par ces images-là, entre autres. Par contre, comme on a dit au début, on savait qu'il y avait déjà un trou noir là. Le fait qu'il y ait des trous noirs, ben, c'est prédit effectivement par la relativité générale. C'est pas la première fois qu'on observe ça. On a vu des étoiles massives qui ont évolué pour devenir vraisemblablement des trous noirs. Donc ça, c'est pas vraiment une nouvelle. Je pense que c'est une confirmation que les processus qu'on a vus, par exemple, dans M87, qu'on pense être responsable de l'activité qu'on voit dans toutes ces galaxies actives-là, ben, c'est une confirmation que ces processus-là sont effectivement des bons candidats pour expliquer ce qu'on voit. Ce qui ne veut pas dire que dans 50 ans, dans 100 ans, on n'aura pas trouvé autre chose. La science fonctionne comme ça. On essaie de trouver une façon d'expliquer les phénomènes et on appelle souvent ça, c'est notre modèle, d'ailleurs. C'est notre modèle qui permet d'expliquer les choses. Mais s'il y a quelque chose de nouveau qui arrive qui fait qu'il faut tout mettre à terre, ben, ça va être mis à terre, c'est sûr. Encore une fois, la relativité d'Einstein a remplacé la théorie de Newton, mais pour les cas où on a des champs gravitationnels qui sont vraiment intenses. Exactement. Pour ce qui est de toutes les orbites de planètes, comme vous mentionnez, Claude, d'ailleurs, quand on observe des systèmes d'exoplanètes, ben, on utilise la loi de Kepler, qui est essentiellement une application de la théorie de Newton, que Kepler avait trouvée avant, de façon, en utilisant des observations que quelqu'un avant lui avait fait. Exactement. En fait, on vérifie que la théorie d'Einstein s'applique constamment dans toutes les observations qu'on fait jusqu'à maintenant, jusqu'au jour où on va trouver peut-être une faille qui va nous amener vers quelque chose d'autre. Exactement. Si, par exemple, on arrive à un phénomène qui est complètement en désaccord avec la théorie d'Einstein, il va falloir se dire peut-être qu'il y a quelque chose qui manque. Souvent, ce qui va se passer, c'est que les gens vont essayer de modifier un petit peu la théorie pour essayer d'expliquer les choses, comme on a fait, par exemple, avec les épicycles de Ptolémée il y a
plusieurs siècles. On rajoutait toutes sortes de façons pour essayer d'expliquer les mouvements rétrogrades de certaines planètes, etc. Et la théorie de Ptolémée, qui supposait que la Terre était au centre de notre système solaire, ce qui est faux, on sait, ben, elle a fonctionné quand même pendant une dizaine de siècles. C'est ça, exactement. Jusqu'à temps qu'on replace les choses à leur place. Ben oui, et ça, c'est très bien dit. C'est exactement ça. On replace les choses à leur place. C'est ça. Là, Serge, vous faites allusion à un balado qu'on a fait avec Jean-René Roy sur 2500 ans d'histoire, où on raconte très bien l'histoire pour ceux qui voudraient se rafraîchir la mémoire. Moi, Serge, j'ai une question à vous poser. Je ne sais pas si vous avez la réponse. J'ai le goût de me faire un peu l'avocat du diable, mais on a parlé que c'est un produit scientifique remarquable, cette photo-là. Ça a demandé le travail de au moins 300 scientifiques pendant des années de temps. On pourrait se demander, le commun des mortels, pourrait se demander, qu'est-ce que ça donne tout ça? Est-ce que ça vaut le coup de consacrer tant d'efforts, tant d'énergie à obtenir une telle photo? Est-ce que vous avez une idée d'une réponse? On va dire oui, scientifiquement, ça vaut la peine de faire un tel effort pour arriver à prendre une telle photo? En fait, quand j'étais associé de recherche à l'Observatoire de Penticton, on avait souvent des visites l'été, durant la fin de semaine, puis donc, on recevait des gens, et on se faisait poser toutes sortes de questions. Il y en a une qui revenait souvent. J'avais un collègue qui disait, c'est la question classique. Est-ce que tout ça, ça aide à faire des meilleurs grille-pains? OK. Voyons concret. Pour parodier. Et là, je donnais toutes sortes d'exemples. Et, par exemple, est-ce que vous aimez écouter de la musique? Oui, la plupart des gens aiment écouter de la musique. Maintenant, on peut leur demander, est-ce que vous avez un lecteur laser? Tout le monde a un lecteur laser maintenant. Mm-hmm. Avez-vous un GPS? Est-ce que vous trouvez ça pratique de pouvoir utiliser des communications satellites, etc.? Mm-hmm. Mais tout ça, ça s'est bâti graduellement. Je vais prendre l'exemple du laser. Les scientifiques qui ont commencé à travailler là-dessus, il y avait Einstein d'ailleurs. C'était une question de regarder un atome et de regarder, par exemple, les différents niveaux atomiques et regarder les transitions entre les différents niveaux atomiques. C'est pas hyper intéressant, tout ça. Mm-hmm. Sauf que, à force de regarder ça, et Einstein, comme je disais, participer, par exemple, il y a des coefficients qu'on appelle coefficients d'émission spontanée, d'émission stimulée, d'absorption, tout ça, on appelle ça des coefficients d'Einstein. Ben, éventuellement, il y a quelqu'un qui a dit, qu'est-ce qui se passerait si je réussissais à changer un atome puis envoyer plus d'électrons en haut que normalement? Autrement dit, je vais les perturber, puis au lieu que les électrons essaient de rester le plus bas possible, à basse énergie, ben, je les envoie plus haut. Et là, ils se sont rendus compte que si on faisait ça, bien, on pouvait faire ce qu'on appelle un laser. Mm-hmm. À l'époque, il n'y a personne qui avait pensé à l'application du laser. On en fait maintenant en arpentage, en opération. On fait de la chirurgie de laser. Oui. Ça sert un petit peu partout. Je pense aux satellites maintenant, aux satellites de communication, les satellites qui permettent d'observer la Terre qui sont très utiles en agriculture. Ben, tout ça, ça a commencé, si je peux dire, par quelqu'un. En fait, je pourrais même dire que ça a commencé avec Tycho Brahe au 15e siècle, mm-hmm. qui a passé des années à observer la planète Mars. Mm-hmm. Éventuellement, un certain Kepler est arrivé, a pris ça, et il a trouvé les lois de Kepler, qui sont drôlement utiles. Et à partir de ça, Newton a dit, il faut essayer de trouver une façon d'expliquer comment ça vient d'où, ces lois-là. Puis la théorie de la gravité de Newton est arrivée. Alors, cette théorie-là nous a permis à un moment donné d'envoyer des satellites, d'envoyer des sondes spatiales, etc. Mm-hmm. Puis là, Einstein est arrivé, puis tout à coup, on s'est dit, on aimerait bien mettre des satellites pour mesurer les positions sur Terre. Puis là, on s'est rendu compte que, oups, on a des problèmes parce que Einstein dit que le temps ne s'écoule pas de la même façon à bord des satellites que sur Terre, entre autres. Oui. Et il y a la gravitation qui n'est pas tout à fait comme Newton avait dit. Et là, on s'est dit, c'est pas compliqué, on va tout simplement faire les modifications qu'Einstein nous dit de faire. Mm-hmm. Et là, on a un GPS qui nous donne une précision de quelques mètres. Tout le monde est bien content d'avoir ça. Et c'était quelque chose qui n'était absolument pas prévu. Donc, la recherche fondamentale, on peut dire, ça donne rien immédiatement. Mm-hmm. Ça peut être vrai, mais généralement, c'est bien rare que ça ne mène pas quelque part. Par exemple, les détecteurs CCD que vous retrouvez dans vos téléphones intelligents maintenant,
les astronomes ont contribué beaucoup au développement de ces détecteurs-là. Absolument. Mettre au point pour les télescopes qu'on a développés dans les années 70-80. Bien, c'est ça. Si on peut s'en servir pour regarder vers le haut, on peut peut-être s'en servir dans des petits téléphones avec des appareils photo. Là. En fait, Serge, moi, je résume des fois un peu la réponse à cette question-là. Vous l'aviez bien fait en élaborant. Mais je disais, si on se demande à quoi sert la connaissance, essayez l'ignorance pour le voir. Vous allez voir la différence. C'est bon. Parce que effectivement, c'est des connaissances de base qui éventuellement nous amènent vers autre chose. D'ailleurs, dans le cas présent, on pourrait dire que ça fait partie de la recherche qui se demande c'est quoi notre place dans l'univers, d'où venons-nous, où allons-nous. Donc, il y a toute une recherche astronomique qui se fait depuis des millénaires pour essayer de trouver notre place. Évidemment, rendu au 22e siècle, au 21e siècle, on est beaucoup mieux placé pour comprendre quelle est notre place dans l'univers, mais les astronomes poursuivent nos recherches sans trop savoir exactement ce qu'on va trouver. En terminant, Serge, j'aimerais ça, une question des fois que les gens se posent, la publication de la photo de vendredi passé a peut-être fait découvrir à certaines personnes qu'il y avait un gigantesque trou noir au centre de notre galaxie, un trou noir dont la masse équivaut à 4 millions de fois celle du Soleil. Est-ce que ça peut représenter un danger pour nous? On voit ça, les trous noirs, d'ailleurs, Hollywood nous les montre comme étant des bêtes voraces qui mangent tout ce qui est autour d'eux. Est-ce qu'on peut craindre qu'un jour on soit avalé par ce monstre qui se trouve au sein de notre galaxie? C'est une bonne question, Claude, effectivement, parce que quand on n'a pas la connaissance des phénomènes comme tels, c'est normal parce que, comme vous disiez, on nous présente souvent les trous noirs comme étant des monstres, comme étant ça avale tout ce qui passe près de lui, etc. Mais c'est ça. C'est que c'est évident que si vous allez trop proche d'un trou noir, vous n'en ressortirez pas. Mais l'exemple que j'aime bien donner, c'est que imaginez que le Soleil devienne trou noir du jour au lendemain. Ce qui ne va pas arriver parce que le Soleil est une étoile trop petite. Mais imaginez que ça arrive et ça se fait, il n'y a pas d'explosion, rien. Un coup de baguette magique. Le Soleil, à un moment donné, s'arrête puis il devient trou noir. Mm-hmm. Donc, vous vous levez le lendemain matin, il fait noir. Parce qu'il n'y a plus une étoile qui est au centre qui brille pour vous donner de la chaleur. Et là, vous vous rendez compte finalement que, par toutes sortes d'observations, vous vous rendez compte que la Terre continue sur son orbite, comme si de rien n'était. Il n'y a rien de changé. Mercure continuerait sur son orbite comme si de rien n'était. Donc, oui, c'est vrai que le trou noir est un objet que si on s'approche trop près, ça devient dangereux, mais regardez un trou noir qui aurait 10 fois la masse du Soleil, le rayon de l'horizon serait 30 km. Mm-hmm. Bon. Il ne faudrait pas s'approcher à moins de 30 km du trou noir. Ben oui. Mais au-delà de ça, on est correct. Ben oui. Et la dimension du Soleil, par exemple, je pense que c'est autour de 600 rayons de 600 ou 700 000 km. Oui, exact. Donc, une étoile plus massive, mettons un rayon d'1 million de kilomètres. Mais 30 km, c'est pas mal loin d'une dimension normale pour une grosse étoile. Donc, c'est seulement dans des situations astrophysiques où la proximité d'un trou noir est une circonstance qui peut se matérialiser. Mm-hmm. Dans la vie de tous les jours, il n'y a absolument aucun problème. Et on pourrait même dire quelle est la probabilité qu'un trou noir passe tout près de la Terre? Ben, elle est pratiquement nulle. Oui. Étant donné les distances. Fait qu'autrement dit, le fameux trou noir dont on parle, Sagittaire A étoile, il est à 27 millions d'années-lumière d'ici. 27 000 années-lumière d'ici. Il est beaucoup trop loin pour poser le moindre danger à ce qui nous concerne. Et l'orbite du Soleil dans la galaxie va continuer à 27 000 années-lumière de distance. Ça prend 250 millions d'années pour faire un tour de la galaxie et ça ne va pas changer. Exactement. Il n'y a rien. Écoutez, en ce qui me concerne, on a fait pas mal le tour de l'ensemble des questions que je me posais. Est-ce que vous, il y a quelque chose que vous aimeriez rajouter en terminant? Non, je pense qu'on a vraiment couvert du matériel, plus que ce que je croyais au début. Quand je vous ai lancé l'invitation, il y a beaucoup à dire. Hein? Puis là, je pense qu'on a fait un pas pire tour d'horizon. C'est difficile de s'arrêter, c'est ça. On pourrait en parler encore longtemps. Mais on va s'arrêter ici. Ça va faire un beau balado. C'est donc ici que se termine
le balado qui parle de Sagittaire à étoile. Ce balado-là va être accompagné d'un fascicule, le fascicule 89, dans lequel on va expliquer encore plus en détail, Serge et moi, les différentes notions dont on a parlé. On va les illustrer. Fait que le fascicule, c'est un bon complément à l'exposé qu'on vient de faire et sur lequel Serge et moi, on va travailler cette semaine. Pour ceux qui ne sauraient pas, les fascicules, c'est des petits documents PDF d'à peu près une trentaine de pages, richement illustrés, qui sont disponibles à ceux et celles qui deviennent nos Patreons. Là. Ceux qui souscrivent à raison de 5 $ par mois à notre balado ont accès à tous les fascicules qu'on a publiés. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, là, si vous vous abonniez aujourd'hui, là, vous auriez à peu près 70 fascicules qui vous attendent sur la plupart des sujets qu'on a couverts depuis les 4 années qu'existe notre balado. J'insiste pour dire que si vous en avez les moyens, c'est très, très extrêmement apprécié que vous deveniez nos Patreons, que vous devenez Patreon, que vous souscriviez à notre balado à 5 $ par mois, parce que pour nous, on est une équipe de 4 personnes maintenant qui travaillent sur ce projet-là. C'est un appui tangible très, très important. Évidemment, si vous n'avez pas les moyens, on est toujours très heureux de vous offrir gratuitement nos balados, mais quand vous devenez Patreon, vous avez des petits avantages, parce que normalement, par exemple, vous entendez le balado 2 semaines avant tout le monde. Vous avez le balado 2 semaines avant tout le monde. Ce n'est pas le cas cette fois-ci parce qu'on le présente en même temps pour tout le monde, étant donné que c'est un balado d'actualité. Mais normalement, c'est le petit privilège que vous obtenez. En même temps, vous avez accès aux fascicules qui sont, je pense, de merveilleux petits livres à consulter. J'ajouterais aussi que la raison peut-être première pour devenir Patreon, c'est vraiment de souligner le fait que vous appréciez notre travail et c'est un appui qui est très important pour nous. Dernier détail à ajouter, ce balado-là, celui que vous entendez, remplace le balado qu'on aurait normalement diffusé le 5 juin. Pour ceux qui ne l'auraient peut-être pas remarqué, on diffuse 2 balados par mois, tous les premiers dimanches du mois et tous les 3e dimanches du mois. Donc, il aurait dû y avoir un balado le 5 juin, mais là, on l'a mis d'avance, c'est celui que vous écoutez présentement. Ce qui fait qu'on va vous revenir plutôt le 19 juin avec le balado numéro 88, qui est la suite de notre survol de l'année 1972 qu'on a fait avec le balado 87. Donc, vous avez déjà entendu normalement le balado 87 qui est la première moitié. Le balado 88 va arriver au mois de juin. Et voyez-vous, ceux qui sont actuellement patrons l'ont déjà entendu parce qu'il est déjà disponible et ils ont déjà accès aux fascicules qui couvrent l'année de 1972. Donc, ça vous donne un peu une idée des privilèges que nous avons. Sur ce, je vais vous souhaiter un bon temps dans les prochaines semaines. Nous allons continuer de travailler, entre autres, Serge et moi, on va travailler ensemble. Et nous nous retrouvons donc le 19 juin pour la suite de 1972. Et en tout terminant, je remercie chaleureusement Serge, avec qui ça a été un plaisir de faire ce balado et avec qui, je suis certain, ça va être un plaisir de travailler cette semaine sur le fascicule. Au revoir, Serge, et merci encore. Merci beaucoup.